Comme vous avez pu constater, on s'est limité à une représentation très générique des objets 3D. On a parlé de la représentation par maillage. On a aussi énoncé quelques propriétés de la représentation par maillage. Typiquement, la continuité zéro, le besoin d'avoir un maillage très dense si vous voulez avoir des formes très lisses, mais toujours avoir en tête le compromis entre le maillage dense et le nombre des sommets. En général, la 3D, la représentation 3D peut être très hétérogène. Nous, on a parlé du IFS, Index Facelet, mais vous pouvez définir un objet, représenter l'objet par différents moyens. Les NURBS, les surfaces d'ordre supérieur, c'est un autre moyen de représenter la même surface. Et il y en a plusieurs. Je passe maintenant à la description de différentes représentations qui sont proposées par un autre standard qui s'appelle MP, tout simplement pour vous permettre de voir la variété des représentations et ce qui est spécifique à MP. Il propose pour chaque représentation 3D des outils de compression. Et je vais me limiter à la partie shape. Donc, IFS, comme on l'a dit tout à l'heure, a été repris directement par MP, qui lui a associé une méthode de compression. Pour le petit rappel, IFS, c'est une approximation. Donc, la définition du maillage consiste dans une géométrie, la liste des sommets, et la connectivité, la liste des facettes. Si je veux compresser ce type d'information, il y a deux vecteurs, géométrie et facette. Pour la géométrie, qui sont la liste des sommets, je peux me permettre d'avoir des pertes de précision. Imaginez, vous avez une table suffisamment grande. Si vous avez des pertes sur la précision d'un sommet, vous avez une table qui peut-être n'est pas parfaite. Mais dans l'étape de compression, on peut se permettre d'avoir des pertes. Si on veut compresser la liste des polygones, vous ne pouvez pas avoir de pertes. Imaginez, la liste des polygones, c'est le polygone 1 est obtenu par le triangle qui est formé de 0, 1, 2. Imaginez ça. Si j'ai des pertes de l'information et au lieu de 0, 1, 2, je code 0, 1, 3, mon triangle est complètement différent de 0, 1. Donc l'information index doit être transmise sans perte. C'est pour cela qu'on dit connectivity, c'est lossless, sans perte, mais la géométrie, on peut avoir une perte de représentation, une perte de précision, donc les outils de quantisation peuvent être utilisés. Un concept très important lié à la représentation par polygone sont les niveaux de détail. Qui ont un certain âge maintenant, proposés en 1976, avec l'objectif principal d'optimiser le rendu. Imaginez, vous avez une scène. Une scène peut être très complexe en nombre de polygones. Il est possible, quand vous faites le rendu de la scène, qu'un objet soit suffisamment loin de la caméra et que le nombre de pixels correspondant à cet objet dans votre image est réduit parce qu'il est très loin. Ça, la question qui se pose est pourquoi avoir pour cet objet 1000 sommets quand on sait que sa représentation visuelle dans l'espace image correspond à quelques pixels. Est-ce que je peux avoir moins de 1000 sommets avec la même représentation visuelle? La réponse est oui. Quand les objets sont loin de la caméra, vous pouvez simplifier le maillage ou avoir un autre niveau de détail qui, une fois projeté dans l'espace 2D, va avoir exactement la même visualisation, avec peut-être quelques petites modifications, mais en tout cas pas visible.
Et donc l'idée, c'est d'avoir dans une scène des objets qui sont définis avec plusieurs niveaux de détail. Et par rapport à leur position de la caméra, par rapport au fait qu'ils soient visibles ou partiellement visibles, je peux utiliser pour le même objet un niveau de détail ou un autre. Okay. Donc ça s'appelle level of detail. Je peux, et d'ailleurs, une des méthodes très simples pour faire des level of detail s'appelle le edge collapse. Le edge collapse traduit en français, c'est... Ça existe le mot collapse? Comment on peut dire? Comment on dit? Jointure? Jointure, je sais pas. Voilà, la jointure du sommet. Donc vous imaginez, dans une représentation haute résolution, vous avez cette représentation avec plusieurs sommets. Si on veut passer à un niveau de détail plus basique, moins fin, ces deux sommets vont être joints, ils vont former un seul sommet, et donc au lieu d'avoir tous ces sommets, tous les polygones, j'ai un nombre réduit de polygones. Okay. Ça c'est le edge collapse, un algorithme très simple qui a été proposé en 1987. Et donc, je peux avoir soit des niveaux de détail discrets, donc imaginez toujours mon nœud dans la scène, il est loin, j'ai toujours le nœud vert, il est loin dans la scène, j'ai une approximation avec 1000 polygones. Je m'approche, par rapport à une certaine distance, je peux raffiner ce nœud, soit en ajoutant des sommets, et ça on appelle niveau de détail continu, soit en le remplaçant par un autre nœud qui est déjà plus dense. Et ça s'appelle des niveaux de détail discrets. Bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des niveaux de détail continus parce que ça va être proportionnel, uniformément proportionnel, par rapport à la distance. Si j'ai des niveaux de détail discrets, c'est juste je vais remplacer une représentation par une autre. Il est intéressant de voir aussi que sur ce type de représentation, je peux associer des compressions progressives. Imaginez l'opération inverse. J'ai un maillage de base qui est représenté par celui-là, dans lequel j'ai déjà défini tous les sommets. Je m'approche de l'objet, je veux que ce sommet soit éclaté en deux, et donc j'obtiens deux nouveaux sommets. La position x, y, z, les positions x, y, z de ces deux nouveaux sommets peuvent être prédites de la position x, y, z de leur sommet parent, en ajoutant des deltas, des offsets en haut et en bas. Tous les autres sommets étant pareils, pour obtenir cette représentation à partir de celle-ci, je vais copier cela et je vais définir une règle appelée règle de subdivision de ce sommet pour obtenir les deux. Donc ça, c'est une représentation progressive. Je m'approche de l'objet, je commence à éclater ces sommets selon certaines règles, voire en ajoutant des détails sur la position des sommets qui ont été obtenus par éclatation, par éclatement. Un petit joli dessin du lapin. Ce lapin, avec tout le filtre du moniteur et avec la position où vous êtes, vous ne voyez pas beaucoup de différence entre les deux lapins. Si on étend la lumière, on ne voit pas beaucoup de différence entre les deux. Si je regarde mon ordinateur, parce que j'ai un écran qui est un peu mieux, je commence à avoir des différences dans la manière comment la lumière est réfléchie par l'air. Et pourtant, il y a une grosse différence entre les deux lapins. Il y a un qui a beaucoup mangé, il a 70 000 triangles, et il y a l'autre qui est à 30 000 triangles. Moins de la moitié de triangles. Donc vous pouvez imaginer, le concept du LOD est très pertinent. Si
si ce petit lapin fait partie d'une scène et qu'il est vraiment très loin, quel est l'intérêt d'avoir une représentation avec un nombre impressionnant de triangles? On peut encore faire mieux et dire, on va le simplifier encore plus. Là, on est à 10 000, donc un facteur de 7 à 1 du nombre de triangles. Mon lapin, il a toujours l'air d'un lapin. On commence à constater des différences dans la réflexion de la lumière. On voit des zones uniformes par ici, et pourtant c'est normal qu'elles soient uniformes parce que c'est des plans. Donc dans un plan, la lumière est réfléchie de la même manière. Mais on peut imaginer, si c'est loin de la caméra, il n'y aura pas de différence. Ainsi de suite, on peut simplifier jusqu'à des niveaux très bas. On garde l'apparence de mon lapin. Si j'en ai quelques milliers dans la forêt, je vais me contenter d'avoir des représentations très basiques. Et le facteur de raffinement entre celui-là et celui-là, vous pouvez le constater, il est assez important. Donc l'idée, c'est de représenter dans un maillage de base ce lapin et de raffiner juste si on a besoin d'avoir une représentation fine qui est calculée en temps réel par rapport à la position de la carte. C'est une représentation hiérarchique de mon maillage. Donc tous les sommets qui ont été ajoutés dans ce lapin sont obtenus par rapport à des sommets qui existent dans un niveau antérieur, plus certaines règles de subdivision qui vont nous permettre d'avoir un lapin qui est très arrondi, voire un lapin qui est exactement le même que celui créé par l'outil auteur, par l'artiste. Ok, pour parler un peu de la progression de cette représentation IFS proposée par MP, elle s'appuie sur la représentation VRML qu'on a vu tout à l'heure et elle propose la compression de la géométrie, des attributs qu'on peut associer à la géométrie, comme la couleur, les coordonnées de la texture, les normales. Et une des techniques standardisées dans les années 2000 permettait d'avoir une compression de 40-50 à 1 pour un objet 3D statique. Donc on parlait tout à l'heure hier, ces facteurs de compression sont atteignables parce qu'il y a une analyse du signal net. Vous pouvez imaginer dans ce petit bonhomme la position des sommets de la jambe. On peut être prédit par rapport à ses voisins. C'est de là où vous gagnez beaucoup. Au lieu d'envoyer des positions X, Y, Z pour chacun, vous envoyez la position X, Y, Z de 1 et après, par différents algorithmes, vous traversez le maillage et tout nouveau sommet va être obtenu par rapport à son prédécesseur plus en delta, plus en delta, plus en delta. Et comme les deltas ont des valeurs absolues beaucoup plus petites que les X, Y, Z, vous pouvez les coder sur un nombre plus petit de bits. Finalement, c'est l'idée en général de la compression de maillage. Donc on arrive à avoir des facteurs assez intéressants de 40-50 ans. Comme technique supplémentaire, dans cette représentation, il y a la possibilité de faire de la transmission progressive et incrémentale, simplement en coupant le bit stream, et pour chaque portion du bit stream, on peut avoir associé des différentes zones de l'objet. Premièrement la base, la tête, les pieds, ainsi de suite. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est la compression progressive. Donc on a vu tout à l'heure le petit lapin. Ça c'est la représentation de base qui est représentée dans la première partie du bit stream. Oui. Donc quand vous transmettez cette représentation, en tant que décodeur, récepteur, je reçois cette représentation de bit stream. Tout de suite, je peux faire un lapin de cette qualité.
Si je n'ai pas besoin de plus, ou mon terminal n'est pas capable de rendre de plus de polygones, je m'arrête là. Si mon terminal il est performant, je décode, je commence à décoder et je vais raffiner ponctuellement mon lapin. Jusqu'au, il y a un super terminal, je peux recevoir tout le bitstream et j'obtiens la version la plus fine de lapin. Okay? Donc, du point de vue transmission, c'est très intéressant d'avoir cette représentation progressive. C'est ce qu'on disait hier aussi dans l'exemple des images dans Google Maps. Vous n'avez jamais tout de suite d'image de fine résolution parce qu'il est fort possible que vous n'avez même pas besoin. Vous pouvez faire le zoom dans un autre endroit. C'est le même principe qu'on retrouve ici. Lié toujours à la transmission, comme toute information transmise, même pour la 3D, on peut avoir des erreurs de transmission. Il y a certains protocoles qui ne font pas le test de la correctitude du message, donc on peut simplement avoir des erreurs de prédiction. Ça se traduit dans la compréhension 3D par des trous de mon maillage. Ça peut se traduire par la destruction complète du maillage. Si vous avez par exemple un maillage prédictif où la position de chaque sommet est toujours liée à son parent, dès le moment que vous perdez un sommet, vous allez perdre tous les enfants. Et là, il y a un trou complet. Soit, si de temps en temps, vous faites ce qu'on appelle, on vous envoie de l'information intra, standalone, il est possible que pour des zones entières, comme dans cette zone de la vache, vous avez perdu toute la géométrie et la connectivité, mais vous pouvez continuer après de décoder les zones. Donc, dans cet outil de MP4, il y a aussi des outils de ce qu'on appelle de error resilience, correction par rapport aux erreurs de transmission, où vous pouvez demander au serveur de vous renvoyer de l'information si vous détectez qu'elle a été perdue. Ou tout simplement détecter qu'elle a été perdue. Ça peut se faire très simplement par des sum check, la somme, la vérification de la somme. En général, quand vous transmettez une information, vous transmettez aussi l'information de la somme de tous les papiers. Si elle n'est pas exacte avec ce que vous calculez au niveau décodeur, simplement vous retransmettez ces papiers. On retrouve les mêmes techniques de correction des erreurs que pour la transmission vidéo. Bon, on a fini avec les EasyFS, donc on sait comment les représenter, on sait comment les représenter hiérarchiquement, on sait comment les compresser. Le deuxième outil qui rejoint ce que VLML propose avec les NURBS sont appelés un MP4 patch, dans le sens qu'il y a plusieurs NURBS qui peuvent être mises à côté l'une de l'autre pour créer un patch. Je vais déjà vous illustrer cela pour avoir une meilleure compréhension. Vous avez deux visages. Il y a un visage qui est représenté par IFS, donc pour lequel on spécifie la position 3D de tous les sommets et la manière de connectivité. Et pour ce visage spécifique, vous avez 3500 polygones pour 1200 sommets. Et c'est exactement cela qui pèse votre visage. Vous avez un moyen de représenter exactement le même visage. Bon, ici c'est coloré, mais ce n'est pas ça ce qui importe, en utilisant des surfaces d'ordre supérieur qui couvrent une portion de notre visage. Vous avez, surtout pour cet exemple, il est impossible d'avoir une seule surface de n'importe quel autre qui couvre tout le visage. Et ce que vous allez faire, vous allez le couper dans une région qui s'appelle des patchs,
Et pour chaque patch, vous pouvez définir une surface d'ordre supérieur. Par exemple, d'ordre 2, d'ordre 3. Vous n'allez pas plus loin parce que c'est déjà trop compliqué. Par rapport à la spécificité de la surface, vous pouvez avoir une qui est plus grande ou plus petite pour pouvoir extraire la fonction. Extraire la fonction, ça veut dire que vous extraitez les coefficients des polynômes. Oui. Donc, ce que vous transmettez sont les coefficients des polynômes. Il n'y a pas de notion de 3D. Vous transmettez plus de x, y, z, mais des coefficients du polynôme. Qu'est-ce qu'il fait le décodeur? Pour une région, il fait la fonction, il échantillonne localement son espace, et il dit pour ce x, y, z, ma surface a la valeur temps. En simplification, vous avez un patch représenté ici qui a 4 points de contrôle sur chaque direction. Vous voyez sur x et y, c'est une grille sur x et y, une grille échantillonnée à 4 points, à 4 points de contrôle. 4 par 4, ça vous fait 16. Si vous bougez les points de contrôle, la surface qui est définie par les points de contrôle bouge. D'accord? Donc les patchs, le patch ici va être représenté par 4 par 4 points de contrôle qui sont les points rouges pour lesquels il faut spécifier les positions x, y, z. Donc vous spécifiez 4 par 4 points multipliés par 3 x, y, z, vous les envoyez, le terminal client, le renderer, il va savoir comment calculer la surface. Donc vous n'avez plus à transmettre la surface verte, vous transmettez que les points rouges. On constate tout de suite que la quantité d'informations à transmettre est beaucoup plus petite. Oui. Les positions des points de contrôle est beaucoup plus compacte que la surface même. En plus, vous n'avez pas à transmettre de l'information de connectivité. Vous transmettez juste les coordonnées de la grille. Et comme la connectivité est calculée localement, c'est le renderer qui va savoir comment associer ces 4 points calculés là dans un polygone. Donc on peut facilement comprendre que la représentation par patch est beaucoup plus compacte que la représentation par index tracer. Et on a l'exemple ici. Pour le même visage, vous avez 86 patchs qui utilisent 212 points de contrôle. Donc on voit tout de suite, si on compare 212 points de contrôle X, Y, Z avec 1215 X, Y, Z pour les sommets et les polygones, on voit tout de suite le facteur de grandeur entre les deux représentations. Vous allez me dire, pourquoi on n'utilise pas que les patchs si c'est tellement simple? Si c'est tellement simple, justement, c'est pas tellement simple. Des réponses? Quels sont les vrais désavantages de la représentation par patch? Vous allez charger le terminal, parce que c'est lui qui calcule la surface. Il va, au plus de faire le rendu, il est chargé à générer la surface, à générer les x, y, z de la surface. Parce que finalement, ce que vous voulez que le rend à l'écran, c'est la surface. Ce n'est pas l'écran du contrôle 2, parce que ça vous va. Et donc, il a généré la surface. Il y a aussi un avantage dans cela, parce que par rapport à la puissance du terminal, il peut générer une surface plus ou moins dense. Donc quand on lui transmet, on ne sait pas quelle est la capacité du terminal, on va juste lui transmettre les coefficients des fonctions polynomiales. Et lui, il dit, je suis un terminal puissant, donc je vais avoir un certain niveau d'échantillonnage qui est dynamique par rapport à ces performances. Ok? Donc ça, c'est un avantage, c'est un désavantage parce qu'il faut qu'il calcule, mais c'est aussi un avantage parce que le contenu va être plus ou moins dédié au terminal. Et il y a un autre désavantage, et peut-être le plus important, c'est que pour animer ce visage, vous aurez des difficultés. Pourquoi? Parce que notre surface
définie avec des patchs, elle est valable pour la représentation statique. Dès que vous commencez à bouger le visage, les frontières vont bouger. Et si vous n'avez pas des conditions supplémentaires qui déjà pèsent en termes de poids, pour garder les frontières connectées, vous allez avoir des trous. Okay. Donc le vrai problème de la représentation par des patchs, c'est l'animation. Si vous avez des objets statiques, c'est tout à fait pertinent d'utiliser les patchs et les représentations polygone par polygone. Le terminal il va calculer lui-même la surface par rapport à ses disponibilités et il va le rendre à l'écran. D'ailleurs, vous vous souvenez dans le graphique que je vous ai présenté hier, pour l'analyse d'un jeu vidéo, il y avait les objets procéduraux. Vous vous souvenez, c'était les bleus clairs. C'est exactement ce type de représentation. Et je vous ai aussi dit, ces objets sont utilisés plutôt pour le décor. Oui. Ça ne pèse pas beaucoup, parce que c'est des coefficients, des polygones, des polynômes, mais ça a un désavantage, ils ne peuvent pas être très dynamiques.